Comme un serpent qui se faufile, un soldat bien camouflé. Aussi visible que le fil qui va te servir à pêcher. Comme la bactérie si petite qui sait se faire oublier. Ou bien le dealer de shit qui passe entre les policiers. Attention, attention, les loups sont de retour. Des croix gammées en pendentif. Attention, attention, j'entends comme un bruit sourd. Sous les chemises, sous les soutifs. Attention, attention, ces hommes ont le pas lourd. Eux, c'est l'intolérance qu'ils kiffent. Attention, attention, et j'appelle au secours. D'arabes, plus de noirs, plus de juifs. Comme un virus microscopique, mais qui pourrait engendrer la pire des catastrophes éthiques si on le laissait entrer. Comme un score à 30% qui arriverait dans nos gueules et qui ferait couler le sang, il laisserait la France seule. Attention, attention, si vous lâchez les loups, La haine cachée pour apaiser. attention, attention, ils vont devenir fous. La fausse douceur pour nous baiser. Attention, attention, alors tenez le coup. Alors français n'ouvrez jamais. Attention, attention, ne leur donnez pas tout. La cage aux salauds déguisés. Comme une mine prête à sauter sur une plage où jouent des enfants. Une mine qu'ils ont posée il y a 75 ans. Ils sont de retour aujourd'hui déguisés en républicains. Il y a Adolphe qui les suit, qui n'est jamais parti très loin. Attention, attention, barrez-leur le chemin. Avec Mein Kampf caché sous le bras. Attention, attention, pensez à vos gamins. Ils avancent cachés comme des rats. Attention, attention, les loups ne sont pas des chiens. Trop bronzés, trop maigres ou trop gras. Attention, attention, Hitler n'est pas très loin. Si t'es pas comme eux, gare à toi. Sur le fondement de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution, j'engage la responsabilité de mon gouvernement sur l'ensemble du projet de loi de financement rectificatif de la sécurité sociale pour 2023, modifié par l'amendement de coordination communiqué à l'Assemblée nationale. Dans quelques jours, je n'en doute pas, à l'engagement de la responsabilité du gouvernement répondront une ou plusieurs motions de censure. Un vote aura donc bien lieu comme il se doit. Et c'est donc la démocratie parlementaire qui aura le dernier mot. Madame la Première ministre, je vous remercie.
La situation actuelle est le symptôme plus général de la crise de nos institutions, ou plus exactement la crise de la légitimité. Est-ce que c'est la rue qui gouverne ou est-ce que c'est l'Assemblée nationale? Je pense qu'on assiste aujourd'hui, disons, à un essoufflement de la légitimité électorale. C'est-à-dire que les pouvoirs ne peuvent plus s'appuyer aujourd'hui sur l'élection pour dire « laissez-moi gouverner ». Il y a une autre légitimité qui se met en place, moi que j'appelle la légitimité procédurale, c'est-à-dire qu'on obéit à une décision selon la manière dont elle a été prise. Or là, la manière dont la décision, dont la loi sur les retraites a été construite, ne répond pas à cette légitimité. Elle n'a ni la force du suffrage universel, ni contrairement à ce que dit Emmanuel Macron, alors, parce que lui, il dit « j'ai été élu avec ce projet ». Mais si vous voulez, la question d'aujourd'hui, c'est un essoufflement de la légitimité électorale. C'est vrai sous Macron, c'est vrai sous Hollande. On la remplace par quoi, Dominique Rousseau, vous qui êtes le constitutionnaliste? On la remplace, si la légitimité d'une décision ne vient pas de sa source, elle doit venir de la manière dont elle a été fabriquée. Et ce que demandent aujourd'hui justement les citoyens, c'est d'être associés davantage à la manière de fabriquer la loi, notamment sur les retraites. Alors, en parlant non pas de la retraite, mais effectivement, quel est le sens du travail aujourd'hui? À quoi ça sert de travailler? Combien de temps on travaille? C'est ça qui est important. La philosophie du travail. Les Français, et on ne les a pas consultés là-dessus. Un dernier point, si vous permettez. Quel que soit le résultat, motion de censure, pas motion de censure, c'est pas fini. Parce que si vous avez entendu les propositions des uns et des autres, il y a cette idée qui avance à bas bruit, qui est celle du référendum d'initiative partagée. Voilà, j'allais vous en parler après, oui, mais allez-y. Référendum d'initiative populaire, donc proposé... D'initiative partagée, c'est-à-dire... D'initiative partagée. D'initiative partagée, c'est-à-dire avec l'initiative des parlementaires qui devrait être soutenue par 1/10 du corps électoral. Or, si vous voulez, le créneau pour faire cette proposition est très étroit puisqu'il faut que ça se fasse avant la promulgation de la loi sur les retraites. Ce qui veut dire que, disons, si la motion de censure ne passe pas, la loi est votée. Il faut 15 jours pour la promulguer. Donc, on peut... Donc, il y a encore un instrument constitutionnel qui est celui-là, référendum d'initiative partagée. Qui est le référendum d'initiative partagée. Je pense qu'il peut y avoir suffisamment de députés, il en faut parlementaires 158, je crois. Et il faut 158 parlementaires pour déposer une proposition de loi. Cette proposition de loi doit être appréciée par le Conseil constitutionnel. Vu la décision d'octobre 2022, ça ne devrait pas poser de problème. Et ensuite, il y aura un référendum. Et ensuite, il faut avoir 4 millions de signatures de citoyens, mais vu la mobilisation, c'est possible. C'est pas impossible. C'est pas impossible. Donc il y a encore une possibilité constitutionnelle d'empêcher l'application de la réforme. Si la motion de censure... Quel que soit le résultat de la motion de censure. N'est pas... Il est 8h33 sur RMC et BFM TV. Bonjour Olivier Dussopt. Bonjour. Olivier Dussopt, vous êtes le ministre du Travail, du Plein Emploi, de l'Insertion et c'est surtout le ministre des Retraites puisque cette réforme, c'est la vôtre. Quel échec? Je crois pas. Ah non? Non, je ne crois pas parce que ce serait un échec s'il n'y avait pas de texte. Or, il y a un texte. Il y a un texte qui a été examiné, adopté par le Sénat, qui a été examiné et adopté par la commission mixte paritaire, qui a eu une majorité au Sénat à 2 reprises, en première lecture, lorsqu'il a fallu adopter les conclusions. Et effectivement, il n'y a pas eu de majorité à l'Assemblée nationale parce que un certain nombre de membres du groupe des Républicains n'ont pas répondu présent et n'ont pas suivi la position qui avait été arrêtée par leur parti. Mais ça n'est pas un échec puisqu'il y a un texte et ce texte sera, si la motion de censure est rejetée, mise en œuvre. Donc, vous estimez honnêtement, ce matin, que c'est pas un échec de pas avoir réussi à ce qu'il y ait un vote, parce que vous dites il n'y a pas eu de majorité, mais il n'y a même pas eu de tentation de vote, il n'y a même pas eu de vote du tout. C'est la première fois d'ailleurs qu'un texte passerait sous la Ve République sans jamais avoir été soumis à quelques votes que ce soit à l'Assemblée nationale. Avec des votes au Sénat, il faut le rappeler. Oui, non, mais à l'Assemblée nationale, 0 vote. Mais je réponds à votre question dans son intégralité. Il y a eu 2 votes au Sénat, 2 votes majoritaires, et l'Assemblée nationale n'a pas pu voter. Pourquoi l'Assemblée nationale n'a pas pu voter? Il faut le rappeler. Ceux qui aujourd'hui à gauche vous disent rendez-vous compte... C'est pas parce que vous avez choisi le 49.3 ? Pardon, mais rappelez-vous de la première lecture. Qui a déposé 20 000 amendements? Qui a organisé l'obstruction? Qui a tout fait pour que l'Assemblée ne vote pas? C'est l'opposition de gauche.
Et ceux qui aujourd'hui disent nous aurions préféré voter sont ceux qui en première lecture ont tout fait pour qu'il n'y ait pas de vote. Après, donc, si votre question... là c'est la faute des LR, avant c'était la faute des LFI. Si votre question est de dire est-ce que vous auriez préféré qu'il y ait un vote, oui. Et nous avons tout fait pour qu'il y ait un vote. Et je suis parlementaire depuis 2007. J'ai été député pendant plus de 10 ans avant de rentrer au gouvernement. Je sais qu'un député, ça vote. Ça aime voter et un député, c'est fait pour voter. C'est le rôle du député. En première lecture, les oppositions ont voulu empêcher, nier le rôle du Parlement, qui est un rôle de vote et de délibération. Mais vous avez aussi votre part de responsabilité. On ne va pas refaire l'histoire, mais enfin, Olivier Dussopt, vous avez choisi un cadre législatif qui vous permettait des procédures accélérées. Il y a eu quand même une procédure express à l'Assemblée. Il y a eu un vote bloqué au Sénat. Est-ce que tout cela est satisfaisant? D'abord, je répète, si vous me dites est-ce que vous auriez préféré un vote, oui, nous avons tout fait pour, jusqu'à la dernière minute. Nous avons regardé, compté avec la Première ministre, avec le Président de la République, et nous avons pris la décision collectivement de constater, nous avons fait le constat qu'il n'y avait pas suffisamment de garanties pour un texte aussi important et que la zone de risque était trop importante. Répète, avait fait l'objet d'une adoption en commission mixte paritaire. Il vous manquait combien de voix? C'est lorsque les choses sont très proches l'une de l'autre. Est-ce que vous confirmez le chiffre de 3? Il manquait 3 voix. Vous savez, quand vous faites des évaluations, des pointages, disent certains, sur 577 députés, un coup c'est 3, un coup c'est 4, les choses bougent un petit peu. Mais c'était autour de 3-4. Je reviens sur ce que vous avez dit. Vous dites, vous avez choisi une procédure qui allait vite. Au total, quand on regarde le temps de débat à l'Assemblée, le temps de débat au Sénat, on arrive au total à 175 heures. C'est plus que les 2 dernières réformes des retraites réunies. C'est le total des 2 dernières réformes. Il n'y a pas eu moins de débats sur cette réforme que sur les autres. Le Sénat a vu l'intégralité du texte, article par article. Vous dites, il y a eu un vote unique. Et figurez-vous que j'ai regardé les archives. Les 3 dernières réformes des retraites avant celle-ci ont toutes fait l'objet de vote unique, soit au Sénat, soit à l'Assemblée nationale. La réforme de Marisol Touraine en 2013, vote unique à l'Assemblée nationale. La réforme Fillon de 2010, vote unique au Sénat. Ça n'est pas une rareté en la matière. Pourquoi? Parce que les réformes des retraites ont toujours été difficiles dans notre pays. Je vais vous dire, Olivier Dussopt, je suis assez surprise ce matin, et je ne sais pas si les gens le ressentent face à leur télévision ou derrière leur poste de radio. Mais j'ai presque l'impression, et pourtant c'est pas la première fois que vous venez ici depuis le début de l'examen de ce texte, que vous êtes soulagé, voire même plus conquérant que jamais. Je vous imaginais défait ce matin, et j'ai face à moi quelqu'un qui me dit mais non, ça va très bien, c'est pas un échec. Et même j'ai l'impression que vous avez repris du poil de la bête. Il faut dire que la dernière fois que vous m'avez reçu, j'étais malade comme un chien. Pardon pour l'expression. Non mais vous êtes plus souriant, plus conquérant. Mais pourquoi voulez-vous que l'on soit abattu? On est abattu quand on a une... Bah, fallait voir la tête de vos députés quand ils sont rentrés dans l'Assemblée. Mais attendez, honnêtement, ils étaient abattus, on avait l'impression qu'ils allaient à un enterrement. Reprenons les choses les unes après les autres. Est-ce que c'est satisfaisant d'avoir recours au 49.3? C'est toujours un crève-cœur. Et nous aurions préféré qu'il y ait un vote. Et les députés, la majorité, souhaitaient un vote parce que la majorité a été unie de bout en bout, voulait faire avancer cette réforme et s'est battue pour que cette réforme soit améliorée tout au long du débat parlementaire. Ça a été le cas. Est-ce que nous avons un texte? Oui, nous avons un texte. Et un texte qui a été amélioré par le débat parlementaire, je le répète. Donc, je ne vous dis pas tout est parfait, parce que ça serait d'abord une forme de mensonge, et on peut toujours faire mieux. Et j'aurais évidemment... En fait, vous êtes juste content que ce soit fini, quoi. Mais attendez, ça n'est pas fini. J'essaie de comprendre. Mais ça n'est pas fini. D'abord parce que le débat, oui, il va y avoir la motion de censure et on va voir. Mais au-delà de ça, si les motions de censure sont rejetées, vous croyez qu'une réforme, ça s'arrête au moment où c'est voté? Une réforme, ça se met en œuvre, ça se travaille. Il y a des décrets à prendre. Il y a tout un travail de mise... Et c'est vrai pour une réforme des retraites comme pour toutes les autres. Donc... Si vous attendiez que je vienne sur votre plateau en étant abattu, en étant défait, certainement pas. Non, mais je vous trouve très fier pour un truc dont on peut se dire qu'il n'y a pas forcément de quoi être fier. Vous confondez, pardon de le dire comme ça, mais vous confondez la fierté et la détermination. Et moi, je pense que quand on est dans un moment de difficulté, parce que c'est un moment de difficulté, quand on est dans un moment où la vie politique est chahutée, parce que un 49.3, ça chahute, mais au-delà du 49.3, il faut avoir en tête la manière dont les débats se sont passés, avec énormément de violence. Moi, je n'ai jamais connu un hémicycle où la haine prend autant de pas sur la raison. Il y a eu des invectives hier, toute la journée, toute la séance l'après-midi. Je vous propose qu'on réécoute justement ce brouhaha. Cette ambiance dans l'Assemblée lorsque la Première ministre est rentrée. Oui. Il faut être déterminé, parce que l'État doit être tenu. On l'entend. On entend ces huées alors que Elisabeth Borne se dirigeait vers le pupitre. Elle n'a d'ailleurs pas pu faire sa déclaration dans un premier temps. Elle a été obligée de sortir de l'hémicycle. Il y a eu une suspension de séance avant qu'elle ne revienne et que, malgré le bruit qui couvrait sa voix, elle finisse par invoquer le 49.3.
À ce moment-là, qu'est-ce que vous ressentez? Je ressens beaucoup de tristesse pour l'Assemblée nationale. Beaucoup de tristesse parce que ce qui s'est passé hier au moment où la Première ministre s'est exprimée, et quand la Première ministre s'est exprimée, la violence des propos, la violence des comportements, c'est ce que j'ai vu pendant tout le débat sur les retraites à l'Assemblée nationale. Et beaucoup de tristesse, non pas pour moi, pour les débats vécus, et pas plus pour elle, c'est du soutien que je lui apporte. C'est de la tristesse pour l'Assemblée. Parce que cette institution est une belle institution. C'est là où les lois sont votées, c'est là où la nation s'exprime. Et cela fait des semaines, des mois, que nous avons des oppositions, en particulier la France Insoumise, qui ne cherche qu'une chose, c'est bloquer, c'est abîmer. Et la violence et la contestation, finalement, sont dans leur ADN. Certains députés ont évoqué l'émotion, voire même les larmes d'Elisabeth Borne lorsqu'elle est sortie de l'Assemblée après avoir tenu son discours et qu'elle s'est retrouvée dans ce qu'on appelle la salle Colbert, qui est cette salle où tous les députés de la majorité l'ont entourée. C'est un moment d'émotion, mais vous savez, la Première ministre est solide. Elle l'a montré hier. Elle est très solide. Et pour revenir à ce que l'on se disait avant que vous passiez les... Elle est solide, mais il y a eu des larmes. Non, la Première ministre ne pleure pas. Donc les larmes évoquées par certains députés, non, c'était pas... C'est de l'émotion. C'est de l'émotion parce que, effectivement, la majorité lui a apporté un soutien aussi uni que le soutien apporté à la réforme. Mais je reviens à ce que l'on disait tout à l'heure. Quand ça chahute, quand les institutions sont d'une certaine manière remises en cause, quand la politique devient aussi violente, et quand on a l'honneur de servir l'État, et pour ce qui me concerne, c'est à la fois un honneur de servir l'État, de participer au gouvernement, et une fierté de le faire sous l'autorité du président de la République et de la Première ministre. Ben oui, il faut être solide. Il faut être solide et il faut tenir la barre. Et il y a eu ce moment, vous dites que vous soutenez la Première ministre, il y en a un qui a voulu manifester, y compris dans ses gestes, le soutien qu'il avait à votre endroit, c'est Éric Dupond-Moretti. Il était assis derrière vous à l'Assemblée et il a eu ce geste, on peut le voir sur BFM TV, ce geste de la main sur votre épaule, regardez. Et ce geste, comment vous l'avez ressenti, vous? C'est de l'amitié. On cherche parfois des explications très compliquées à des choses qui sont très simples. C'est de l'amitié. Ce geste intervient au moment où la Première ministre a des mots aimables et salue le travail que j'ai fait sur la réforme. Et vous savez, un gouvernement, c'est un collectif d'hommes et de femmes, et il y a des liens d'amitié. C'est aussi simple que ça. Vous continuez à dire qu'il y a de la fierté à servir, à avoir déposé ce texte. On va regarder d'ailleurs concrètement ce qu'il y a dans ce texte, mais on va faire un petit détour par la rue et par la réaction d'hier. Mais tout de même, cette question, quand il n'y a pas de majorité dans l'opinion, et ça on l'a vu sondage après sondage, quand il n'y a pas de majorité dans l'Assemblée politique, à aucun moment vous ne vous êtes retourné en vous disant « on est un peu seul ». Non, parce qu'il y a de la détermination. Et il y a une nécessité. Mais à aucun moment, vous ne vous êtes posé la question, sommes-nous légitimes? Nous sommes légitimes parce que nous n'opposons pas, et je crois qu'il ne faut pas opposer la légitimité du Parlement et d'une majorité relative, mais qui existe, sans majorité alternative. Il n'y a pas d'autre majorité que celle que nous avons, à moins que la France Insoumise et le Front National gouvernent ensemble, mais je ne crois pas que ce soit prévu. Et c'est mieux pour la France. Par contre, nous avons une nécessité qui est de mener cette réforme pour préserver, pour sauver le système par répartition. Il faut le rappeler parce que parfois... Le chahut emmène les chiffres. Mais 2027, c'est dans 4 ans. Et en 2027, notre système, si nous ne faisons rien, ce sera 12,5 milliards de déficit par an. Ça fera 20 milliards en 2035. Et on va revenir sur le fond, sur ce qu'il y a finalement dans ce texte. Mais ceux qui nous disent il ne faut pas le faire, il ne faut pas avancer, ils imaginent que parce qu'on met la réforme en pause, ça met le déficit en pause? Pas du tout. Le déficit continue à se creuser. Vous avez regardé évidemment les réactions, d'abord immédiates aux abords de la place de la Concorde, le chahut hier dans plusieurs villes de France, dont effectivement le centre de Paris, avec notamment ces poubelles qui ont été dispersées dans les rues, puisqu'elles étaient de toute façon là, les feux parfois, les interpellations, plusieurs dizaines, voire même autour de 300 interpellations, disait ce matin le ministre de l'Intérieur. Ce matin, le périphérique parisien bloqué, des actions qui sont annoncées ici et là. Vous n'avez pas le sentiment d'avoir mis le feu aux poudres? D'abord, c'est l'occasion pour moi, votre question, de saluer le travail des forces de police, qui font un travail remarquable. Ça a été le cas hier à Paris, ça a été le cas hier dans d'autres villes. Et de dire aussi que certaines actions ne sont pas justes, finalement. Vous parlez du blocage du périph'. Mais qui est gêné par le blocage du périph'? Qui est gêné par un blocage du périph' entre 7h et 8h ou autour de 8h? Les gens qui sont dans leur voiture et qui viennent travailler. Et donc, l'expression d'opposition, l'expression de différence, c'est légitime, c'est la démocratie. Nous avons l'immense chance de vivre dans un pays où exprimer son opposition est possible, parce que nous sommes justement dans une démocratie.
Mais entre l'expression d'une opposition et un blocage, il y a une différence. Et puis, si l'expression d'une opposition, c'est empêcher d'accéder à leur emploi, celles et ceux qui en ont besoin, je ne suis pas sûr que ce soit ni juste ni efficace. Si on regarde sur le fond, j'essaie de me mettre dans la peau d'Olivier Dussopt et je me dis honnêtement quel gâchis, parce que si ce texte-là, c'était pour vous le texte de l'équilibre financier, c'était pour vous le texte qui allait permettre un certain nombre d'avancées à vos yeux, il a été quand même très 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 largement transformé au gré des concessions que vous avez fait à LR. Tout ça pour finalement pas avoir les voix de LR. Alors regardons quand même ce qu'il y a dans le fond. Juste une correction. Il nous a manqué des voix de LR à l'Assemblée nationale. Pas toutes, mais il nous en a manqué. Il ne nous en a pas manqué au Sénat. Le texte a été adopté au Sénat, notamment parce que la majorité sénatoriale a soutenu ce texte. Mais enfin, c'est quand même un texte de droite aujourd'hui. Non. Est-ce que vous appelez c'est un texte nécessaire? Mais vous diriez plus que c'est un texte de gauche, comme vous disiez au début. C'est un texte équilibré. Ce que j'ai dit au début, c'est que les gouvernements sociodémocrates qui nous entourent auraient pu prendre la même réforme. Mais c'est un texte équilibré. Vous parlez de concessions. Quelles sont les principales concessions? Alors allez-y justement, qui reste dans le texte adopté par la commission mixte paritaire, qui est donc le texte qui, s'il arrive à dépasser les motions de censure, sera le texte adopté. La retraite minimum, la revalorisation des petites retraites avec cet objectif d'une retraite à 1 200 € pour ceux qui ont fait toute leur carrière au niveau du SMIC. C'est dans le texte. La meilleure prise en compte de la situation des mères de famille, c'est ce que vous appelez une concession, ça a été travaillé au Sénat. C'est une bonne mesure, c'est dans le texte. La meilleure prise en compte de la pénibilité, la mise en place d'un fonds d'investissement pour prévenir l'usure professionnelle, et notamment le port de charge, les vibrations, les postures pénibles, c'est dans le texte aussi. L'index pour les seniors, c'est dans le texte. Oui, mais ça, personne n'est dupe. On a bien compris que cet index senior, c'était pour faire genre, parce qu'il va sauter au Conseil constitutionnel. Mais d'abord, ne prenons pas les décisions du Conseil constitutionnel à sa place. Vous le savez vous-même. Mais je pense que j'ai expliqué... Mais je trouve que c'est important de le dire quand même à ceux qui nous écoutent. Mais j'ai expliqué au Sénat que si nous avons inscrit l'index dans ce texte financier, c'est parce que les premières pénalités interviendront à la fin de l'année 2023 et qu'en ce sens, ça a un impact sur les comptes sociaux de l'année 2023. Nous verrons ce que le Conseil constitutionnel en dit, mais nous considérons que cet index, cet outil, c'est un outil parmi d'autres pour l'emploi des seniors, à sa place dans le texte. Nous avons fait, je reprends votre terme, même si je ne le partage pas, vous l'avez compris, nous avons travaillé avec le Sénat, nous avons accepté une demande du Sénat qui est de prévoir la création d'un contrat de travail spécifique pour les demandeurs d'emploi de plus de 60 ans. C'est dans le texte. Nous avons fait en sorte, toujours en travaillant avec le Sénat, que toutes les demandes que portait la majorité présidentielle à l'Assemblée nationale soient intégrées. Faciliter les rachats de trimestres pour les étudiants, pour les stagiaires, mieux protéger, mieux accompagner les sapeurs-pompiers. Arrêtons-nous un instant sur cette histoire de la facilitation des rachats de trimestres. Pardon, mais faire en sorte d'améliorer la pension de réversion pour les orphelins, faire en sorte de prendre en compte les indemnités journalières des femmes en congé maternité avant 2012 qui n'étaient pas retenues. Il y a une liste d'avancées, de points et d'amélioration du texte qui ont mais tout été au-delà des intégrés mots, j'aimerais bien savoir comment ça se traduit. Il y a cette question, vous l'évoquiez à l'instant, du rachat des trimestres. Il y a un certain nombre d'anciens apprentis qui ont commencé à travailler du coup très jeunes dans cet apprentissage, cette période de pré-travail, qui se réalisent que, alors qu'ils ont commencé à bosser à 15 ans comme apprentis, ont des années, les premières années, qui ne seront pas comptabilisées, puisque quand on était apprenti avant 2014, on ne cotisait pas. Vous avez dit, et plusieurs d'entre vous de la majorité ont dit non, mais on s'engage sur cette histoire, on va faciliter le rachat. Ça veut dire quoi? Ça va leur coûter combien? Et ça va marcher comment? Alors, c'est un peu au-delà des mots. C'est un peu technique, mais si vous me laissez le temps de faire 3 phrases, j'explique. Tout l'apprentissage à partir de 2014 compte pour les retraites. C'est un des acquis de la réforme de 2013 et c'est lié aussi à la revalorisation de la rémunération des apprentis. Avant 2014, pour que les trimestres comptent, il fallait en apprentissage gagner suffisamment, être assujetti à cotisation. Quand on parle de trimestres d'apprentissage qui ne comptent pas aujourd'hui, on parle de personnes qui ont été apprentis il y a longtemps, à une période où soit il n'y avait pas de cotisation, soit les rémunérations liées à l'apprentissage étaient très très basses. Qu'avons-nous fait? Jusqu'à présent, lorsque vous aviez été apprenti dans ces conditions, vous pouviez racheter des trimestres, comme on peut racheter des trimestres de stage, et tout assuré, c'est peu connu, mais tout assuré peut racheter des trimestres. Ça coûte assez cher. Ça coûte assez cher. Ça veut dire quoi, assez cher? Ça veut dire que si vous rachetez vos trimestres très tard dans votre carrière, après 50 ans, après 55 ans... Au moment où on commence à se poser la question. Ça peut coûter jusqu'à 4 500, 5 000 € le trimestre. Ce n'est pas nous qui l'avons créé, c'est l'état du droit. Allez-vous améliorer cette situation? J'y viens et vous m'avez promis de me laisser les 3 phrases pour compléter. C'est plus que 3 là. C'est plus que 3, mais je déborde toujours un peu. Allez-y. Donc c'est très cher et plus on attend, parce que c'est un système qu'on appelle un système actuaire, c'est le terme technique, plus on attend, plus c'est cher. Nous avons prévu que les trimestres d'apprentissage puissent être achetés pour des montants forfaitaires autour de 1 500 €. Ça reste beaucoup d'argent,
Mais vous conviendrez que c'est beaucoup moins cher que le tarif normal. Et à tout moment, ça ne sera pas progressif. C'est un rachat forfaitaire, donc c'est quelque chose de protecteur par rapport aux autres systèmes de rachat. Et nous avons adopté une disposition au Sénat, justement, qui est importante, mais qui est très technique. En général, quand vous rachetez des trimestres, ces trimestres ne comptent pas pour savoir si vous êtes éligible ou pas, si vous avez droit ou pas à un départ anticipé pour carrière longue. Nous avons voté avec le Sénat a voté, et nous avons soutenu le fait que ces trimestres rachetés pour l'apprentissage puissent compter, dès lors qu'ils ont été rachetés au tarif avantageux que j'ai dit, pour le départ en carrière longue. C'est très technique, mais c'est ça qui va changer la donne. Et qui va changer la donne, donc peut-être pour ceux qui découvrent ou redécouvrent, parce qu'ils se posent à nouveau la question à la faveur de cette loi, qu'ils ont commencé à travailler tôt et que ça n'était pas pris en compte jusqu'à présent. Est-ce que peut-être que vous avez fait des stages pendant vos études? Je suis assez convaincu que si vous avez fait des stages longs, personne ne vous a dit que vous aviez la possibilité de racheter votre trimestre de stage. On est en train de changer la règle aussi, mais jusqu'à présent, pour acheter un trimestre de stage, il fallait le faire dans les 2 ans qui suivent le stage. En général, vous étiez encore étudiant ou étudiante. Donc on y pensait. Là, on a dit, c'est valable. Vous avez fini vos études. Olivier Dussopt, il y a une motion de censure qui pourrait aboutir, c'est celle du groupe Lyot. La France Insoumise a annoncé que finalement, elle ne déposerait pas sa propre motion de censure pour mettre tous ses œufs dans le panier de cette motion de censure-là. Petite correction, ça n'est pas la France Insoumise, c'est M. Mélenchon qui l'a annoncé. Et donc on est dans une situation assez fantastique où M. Mélenchon, qui n'est pas député, décide de ce qu'ont faire les députés de la France Insoumise, du Parti Socialiste, des Verts, du Parti Communiste, comme si c'était légitime. Mais il n'est pas légitime pour dire ce que va faire la France Insoumise? Il est légitime à dire pour la France Insoumise, mais je suis assez frappé de voir que quelqu'un qui n'est pas député décide pour les autres. Donc vous donnez des cours de démocratie à Jean-Luc Mélenchon? Je pense que je n'ai pas besoin de moi pour ça. Olivier Dussopt, malgré tout sur le fond, cette motion de censure, vous la redoutez? Pour qu'une motion de censure soit adoptée, il faut donc qu'il y ait une majorité alternative, qu'il y ait une coalition suffisamment large, ce qui implique que l'intégralité de la gauche, que l'intégralité du groupe indépendant que vous avez cité, que l'intégralité du Front National, que la moitié des Républicains votent tous ensemble. Nous verrons si tous ces groupes, tous ces députés qui ont des couleurs politiques très différentes, considèrent qu'ils peuvent former une majorité pour faire face au gouvernement et remplacer celle que nous avons. Est-ce qu'à vos yeux, aujourd'hui, vous êtes toujours légitime? Bien sûr. Vous? Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Parce que d'abord, il n'y a pas de conflit entre la légitimité du Parlement et de la démocratie représentative et la légitimité ou l'expression de la rue. Et Elisabeth Borne? Certains ont voulu jouer la rue contre le Parlement. Ce n'est pas comme ça que fonctionnent nos institutions. Elisabeth Borne qui a d'elle-même dit qu'elle acceptait en quelque sorte le rôle de fusible. Elle soutient la majorité et la confiance du président. Vous avez presque moins de doutes aujourd'hui que vous n'en aviez il y a quelques semaines? Il y a quelques semaines, nous étions au cœur d'un débat, souvent violent, âpre, difficile, mais avec la volonté d'avancer. Et aujourd'hui, nous avons un texte. Ce texte, est-ce que ce texte est bon? Nous considérons que oui. Est-ce que la situation politique pourrait être meilleure? Je considère aussi que oui, nous considérons que oui. Je ne suis pas dans un déni des difficultés. Je dis que dans un moment où les choses bougent, il faut à la fois garder son calme, être solide et garder le cap fixé par le président de la République. Olivier Dussopt, ministre du Travail, merci d'avoir répondu à mes questions ce matin. Il est 8h53 sur RMC BFM TV. Petr Pavel est devenu officiellement le 4e président de la République tchèque. L'ancien général de l'OTAN a prêté serment lors d'une cérémonie à Prague, en présence notamment des parlementaires et des délégations diplomatiques étrangères. Petr Pavel a été élu en janvier dernier avec 60% des suffrages face à l'ex-premier ministre Andrej Babiš. Le rôle du président tchèque est essentiellement honorifique, même si le chef de l'État nomme le gouvernement, choisit le gouverneur de la Banque centrale et assure le commandement des forces armées. Petr Pavel s'est engagé à favoriser des liens étroits avec l'Union européenne et à renforcer les relations de son pays avec les États-Unis. L'ancien général de l'OTAN s'est également prononcé pour la continuation de l'aide à l'Ukraine et à soutenir la candidature de Kiev pour devenir membre de l'UE. Le projet de loi britannique pour restreindre l'immigration illégale doit respecter la législation internationale. C'est le verdict de la Commission européenne et des ministres de l'Intérieur des 27. La nouvelle loi britannique rend inaccessible l'asile aux migrants arrivés illégalement par bateau et autorise leur expulsion. Ylva Johansson est la commissaire européenne aux affaires intérieures. My immediate reaction is
I question whether this is in line with international obligations. She promised me it is, so let's hope she's right, but we have to examine it a little bit further. De son côté, le ministre français de l'Intérieur espère que la nouvelle loi ne compliquera pas les relations entre Paris et Londres. Il ne faut pas qu'il y ait de conséquences négatives sur notre relation bilatérale, mais je suis sûr que de façon très constructive, nous saurons trouver les voies et les moyens de la conséquence de leur législation. L'Autriche, pour sa part, dit comprendre le projet de loi britannique. Die Diskussion in Großbritannien zeigt ja, dass der Druck auf Europa immer stärker wird, was illegale Migration betrifft, was Asylmissbrauch betrifft. Wir müssen uns in Europa auf unsere Themen konzentrieren. Ces dernières années, des milliers de migrants ont traversé la Manche avec l'espoir d'une nouvelle vie au Royaume-Uni. L'électorat conservateur britannique fait pression pour que le gouvernement remplisse ses promesses et freine les arrivées illégales de migrants. En Turquie, l'opposition a choisi son candidat pour affronter l'actuel chef d'État Recep Tayyip Erdogan à la présidentielle du 14 mai prochain. Il s'agit du social-démocrate Kemal Kılıçdaroğlu, leader du CHP, le Parti républicain du peuple. Ce dernier a su s'imposer comme un candidat crédible et rassembleur au sein d'une alliance de 6 partis, malgré la volonté de certains de pousser à la candidature les populaires maires d'Istanbul et d'Ankara. Kemal Kılıçdaroğlu a déclaré vouloir établir un pouvoir de la morale et de la justice dans le pays. De son côté, Recep Tayyip Erdogan, dont la popularité a souffert de la crise économique que la Turquie continue de traverser, devra répondre devant les électeurs de la lenteur des secours dans les heures qui ont suivi le tremblement de terre du 6 février. La catastrophe a fait près de 46 000 morts et plus de 3 millions de déplacés dans le pays. Recep Tayyip Erdogan avance d'1 mois les élections présidentielles et législatives qui se tiendront 4 mois après le tremblement de terre qui a fait plus de 46 000 morts. Selon le Reis, la Turquie n'a pas de temps à perdre ni ne doit se laisser distraire. 18 Haziran 2023 tarihinde yapılması gereken Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinin 14 Mayıs'ta yenilenmesi kararını imzalamış bulunuyorum. Kemal Kılıçdaroğlu a de son côté été désigné comme le candidat unique d'une plateforme de 6 partis d'opposition. Kemal Kılıçdaroğlu a 74 ans et il est le patron du Parti social-démocrate, le CHP, dont le fondateur était le premier président de la République turque, Mustafa Kemal Atatürk. L'opposition n'a pas manqué de dénoncer la lenteur des secours les 3 premiers jours qui ont suivi le tremblement de terre. Après 20 ans de pouvoir, Recep Tayyip Erdogan fait face à un scrutin qui pourrait être très serré. Cette femme fait partie des nombreux universitaires turcs qui ont quitté leur pays pour l'Allemagne ces dernières années en raison de leur opposition à la politique gouvernementale. Une décision dure à prendre, un sentiment de perte, explique-t-elle. Repartir à zéro n'a pas été simple et la Turquie lui manque. Par crainte de représailles, elle ne souhaite pas s'exprimer face caméra, ni révéler son identité. Comme beaucoup d'exilés, elle attend les élections présidentielles et législatives du mois de mai avec espoir. Pour la première fois depuis l'arrivée au pouvoir du président turc Recep Tayyip Erdogan il y a 20 ans, l'opposition a de réelles chances de l'emporter. The number of Turkish refugees in Germany has drastically increased since 2016 when there was a failed coup attempt in Turkey. Germany's Interior Ministry told Euronews that more than 21,000 Turkish nationals have received asylum or refugee status in the years since. That's when human rights organizations say there was a crackdown on critical voices in Turkey. La diaspora turque compte environ 3 millions de personnes en Allemagne. Parmi elles, des dissidents politiques qui peuvent être tentés de rentrer en Turquie en cas de défaite de Recep Tayyip Erdogan. Mais cela peut prendre du temps. Because establishing rule of law will take some time, but even after the rule of law is established, if people have court cases and verdicts about themselves, they will not turn back immediately. Pour l'universitaire parti s'installer à Berlin et pour d'autres,
Une victoire de l'opposition permettrait d'envisager un retour en Turquie. Elle dit rêver d'être de nouveau fière de son pays, de se sentir appartenir à une communauté, de retrouver un sentiment de sécurité. Mais ceux qui ont reçu l'asile en Allemagne pourraient perdre leur statut s'ils décident de rentrer dans leur pays, a prévenu le ministère allemand de l'Intérieur. Il est le visage de la Turquie depuis plus de 20 ans. Il a créé l'AKP, le parti qui dirige le pays, Premier ministre, puis président. Recep Tayyip Erdogan a même surpassé en longévité le fondateur de la République turque, Mustafa Kemal Atatürk. Et il a bien l'intention de le supplanter aussi dans l'empreinte qu'il entend laisser sur la Turquie moderne. C'est sur son image d'homme du peuple et d'homme de foi, hostile à un Occident décadent, qu'il a bâti sa carrière. Et sous son impulsion, plus de 15 000 mosquées sont sorties du sol en Turquie depuis 2002, mais aussi de nombreuses routes, barrages, écoles et hôpitaux. Ses soutiens affirment qu'il a transformé la Turquie. Il a aussi renforcé très largement les pouvoirs du président. Écoutez ce qu'il disait au lendemain de sa dernière élection en 2018. Le grand vainqueur de cette élection, c'est la démocratie. À partir de maintenant, nous allons mettre en place le nouveau système présidentiel que je vous ai promis. Mais pour ses opposants, Erdogan est surtout l'homme qui a étouffé toute contestation, muselé la presse, affaibli le système judiciaire et les processus démocratiques et fait triompher la religion sur la fameuse laïcité de la République d'Atatürk. En tout cas, en 20 ans au pouvoir de l'AKP, la vie de tous les Turcs a profondément changé. Nos correspondants en Turquie ont rencontré deux d'entre eux. Ils ont à peu près le même âge, ils vivent dans la même région, près d'Istanbul. L'un a ouvert un commerce qui marche bien, l'autre a été poursuivi par la justice, a été emprisonné, il a perdu son travail. Ils sont deux faces d'un même pays. Billet retour dans la Turquie d'Erdogan, c'est un reportage de Shona Bhattacharya et Ludovic de Foucault. À quelques kilomètres des côtes d'Istanbul, au cœur de la mer de Marmara, se trouve un archipel de 9 îles. Les îles aux Princes, là où il y a longtemps, les empereurs byzantins déchus étaient condamnés à l'exil. Aujourd'hui, les îles abritent surtout des résidences secondaires. Les Stambouliotes s'y rendent le temps d'une balade, à seulement 1 heure de bateau du Bosphore. Dès leur arrivée sur Büyükada, l'île principale, les voyageurs sont accueillis par le seul bureau du parti présidentiel de l'archipel. Si les îles font partie de la municipalité de la ville d'Istanbul, l'AKP au pouvoir n'a jamais remporté une élection ici, même quand Recep Tayyip Erdogan était maire dans les années 90. Oh, salut! Mon maire, comment ça va? Ça va bien? Et vous? Erdem a été élu il y a 4 ans avec un parti d'opposition. Quand l'AKP est venu au pouvoir, leur slogan était « Nous allons combattre la corruption, la pauvreté et les restrictions ». C'était leur ligne rouge. À l'époque, la Turquie en avait besoin, mais c'était il y a 20 ans. Aujourd'hui, la Turquie fait face à plus de corruption, de pauvreté et de restrictions que jamais. En tout cas, comparé aux 40-50 années précédentes. Il y en a partout. Cet ancien journaliste de 55 ans a été directement affecté par ces restrictions. Dans un article du 29 mai 2015 dans le célèbre journal Cumhuriyet, l'ancien chef du bureau d'Ankara détaillait les munitions envoyées au front syrien dans des convois secrets d'armes turques. Peu après, Erdem a été accusé de publier des documents secrets et faire la propagande d'une organisation terroriste, entre autres. Comme des dizaines d'autres journalistes turcs, Erdem a fait de la prison.
Tout le monde paye le prix en Turquie. Personnellement, j'ai passé 92 jours dans la prison de Silivri. Je ne considère pas que ce soit quelque chose de particulier, c'est juste le résultat de notre combat pour la démocratie en Turquie. Nous avons toujours eu ça par le passé. Aujourd'hui, ça arrive plus fréquemment. Mehmet aussi a vu sa vie basculer sous l'AKP, mais dans l'autre sens. Ce chef cuistot, propriétaire d'un kebab sur une île voisine, Burgazada, est devenu un fervent admirateur de son président. Croyez-moi, le matin, je fais une prière pour Erdogan lors de la prière du matin. Je dis, prenez ma vie et donnez-la lui. Je vous promets, c'est vrai, quand je me couche le soir également, je prie pour lui. Depuis l'ouverture de son restaurant, le café Kardeşler, le café des frères, il y a 15 ans, Mehmet a travaillé dur et a pu récolter les fruits de son labeur, un meilleur niveau de vie. Et il n'est pas le seul. Tous les entrepreneurs ont bénéficié de cette stabilité, moi y compris. Tous les entrepreneurs ont acheté une voiture ou un appartement. Personne ne peut dire le contraire. Personne ne peut dire qu'il n'a pas pu acheter une maison ou une voiture ces 20 dernières années. À la fin des années 90, on avait tous de vieilles voitures. Tout le monde a une nouvelle voiture maintenant. Moi aussi, j'en ai acheté une en travaillant. J'ai aussi acheté un appartement. Pourtant, la crise économique actuelle freine le développement. La Turquie a le taux d'inflation le plus élevé parmi les pays du G20, officiellement à plus de 85%. Les prix s'envolent, les Turcs ont massivement recours au crédit. La situation rappelle la fin des années 90, qui avait à l'époque facilité l'arrivée au pouvoir de l'AKP. Mehmet considère que si Erdogan a su retourner la situation il y a 20 ans, il peut le refaire à nouveau. Pourquoi on ne se plaint pas de l'inflation? Parce que dans le passé, nous avons eu de belles années et qu'aujourd'hui, nous devons subir. Nous sommes heureux de porter une partie du fardeau de notre président. Un fardeau qui devient plus lourd chaque jour. En tournée dans sa circonscription, Erdem entend toujours le même refrain de la part des commerçants. Les prix augmentent de manière fulgurante. Les prix ont bondi de 35%. Depuis un mois? Oui, 35% en un mois. Oh là là. Face caméra, le maire d'opposition refuse d'accuser ouvertement le parti au pouvoir. Je dois vous dire que récemment, le gouvernement a affirmé que l'inflation tomberait à partir de janvier. Mais d'après ce commerçant, vous vous attendez à une baisse en janvier? Non, car il n'y a rien qui l'indique. Il n'y a aucune raison de s'attendre à une baisse. Si l'AKP a fait baisser le taux de pauvreté de 30% ces 15 premières années au pouvoir, il remonte en flèche depuis 2018. Le prix des produits laitiers bat des records. Il peut vous le dire mieux que moi. Ces produits sont pour le petit déjeuner. En Turquie, désormais, il y a des familles qui ne peuvent pas manger le matin. Il y a même des étudiants qui vont à l'école le ventre vide. C'est la fin de la journée pour Mehmet. En hiver, les touristes se font rares. Il peut rentrer chez lui avant l'heure du dîner. La traversée pour rejoindre la rive asiatique d'Istanbul dure 40 minutes. Une fois qu'il a récupéré sa voiture, il a encore une demi-heure de route à faire. Chaque étape du trajet est marquée de l'empreinte d'Erdogan. Tout ce que vous voyez, ce sont des projets AKP. Toutes ces fleurs. Regardez ces jardins au bord de la route. Ils les ont réalisés,
Ils n'ont pas passé leur temps à parler sans rien faire. La route est large. Il y a des fleurs des deux côtés, c'est propre. La municipalité du Grand Istanbul est passée à l'opposition en 2019. Mais ici, le quartier est toujours aux mains du parti présidentiel. Des barres d'immeubles, des mosquées et des centres commerciaux, le paysage typique de l'urbanisation voulue par l'AKP. Que la paix soit sur vous, bienvenue. Mehmet a beau être cuisinier de profession, chez lui, c'est sa femme Cevriye qui prépare les repas. Au menu, des plats traditionnels de la mer Noire. Comme Erdogan, la famille est originaire de la petite ville de Rize. Nous sommes toujours fiers de notre président Recep Tayyip Erdogan, et d'autant plus que nous venons du même endroit. Ce soir, la famille sera au complet. Zeynep et Esra sont venus avec leur fils. Les deux jeunes femmes sont mariées et mères au foyer. Comme souvent, on parle politique à table. Bien sûr, on n'est pas toujours d'accord. On parle du parti. Parfois, on se dispute avec mon père et il me vire de la maison. Parmi les sujets de discorde, il y a le nombre d'étrangers qui fuient la guerre ou la pauvreté pour s'installer en Turquie. Depuis le début de la guerre en Syrie en 2011, plus de 3,5 millions de réfugiés sont arrivés dans le pays. Sur les 16 millions d'habitants à Istanbul, près de 2 millions sont des étrangers. J'ai un fils, il sera adulte un jour. J'aimerais que ses camarades de classe soient turcs. Mais quand on va à l'école, il y a des Afghans, des Arabes, des gens du monde entier, des Syriens. C'est tout à fait normal. Oui, bien sûr, mais c'est trop maintenant, ils sont partout. Ne sois pas raciste. C'est vrai qu'il y en a beaucoup. Je pense qu'ils doivent être renvoyés chez eux une fois que leur pays aura réglé ses problèmes. En tant que chef de famille, Mehmet considère que c'est son rôle d'éduquer ses filles sur la politique de l'AKP en ce qui concerne les réfugiés, et en particulier les Syriens. Les Syriens sont nos frères et sœurs. Mes filles comprendraient mieux si elles connaissaient l'histoire. Elles les verraient comme des frères et sœurs. Si on ne leur ouvre pas la porte, qu'est-ce qui leur arrivera? Notre voisin immédiat a un problème. Est-ce qu'il faudrait mieux ne pas intervenir, ne pas leur ouvrir la porte? Bien sûr que non. Bien sûr, puisque je suis jeune, on se dispute avec mon père sur ce sujet. Parce que dans le passé, il a vu certaines choses avec lesquelles je ne peux pas faire de comparaison. Je vois les choses comme elles sont. C'est pour cela qu'il y a un conflit avec les générations plus anciennes. Parce que moi, quand je marche dans la rue, je regarde à droite et à gauche et j'ai peur. Un autre sujet qui préoccupe beaucoup les deux sœurs, les violences faites aux femmes qui ont empiré sous l'AKP. J'ai peur du harcèlement. Désormais, je ferme ma maison à clé à triple tour et quand je sors, je ne veux pas me mêler à la foule sans mon mari. On ne sait pas ce qui peut arriver. On a peur d'être seul. Malgré leurs efforts, Mehmet et sa femme n'arrivent pas à convaincre leur fille. Il y a des caméras partout, ils les attrapent tout de suite. Les coupables ne peuvent pas s'enfuir, je le vois. Ils paraissent devant les tribunaux dès qu'ils sont filmés par les caméras. Une fois que c'est fait. Les caméras de rue sont très utiles. Il faudra en avoir plus. Personne ne doit s'en sortir comme ça. S'ils volent une voiture, la police la trouve dans 2-3 jours. S'ils volent ou frappent quelqu'un, ils se font arrêter. Ce n'est pas assez. Le système n'est pas suffisant. Il doit être amélioré et corrigé. Ce n'est pas assez pour moi. Mais il y a un sujet sur lequel tous sont d'accord. Avant l'AKP, le voile était un symbole d'ignorance ou de ruralité. Aujourd'hui, les femmes voilées peuvent faire des études supérieures, devenir fonctionnaires ou même s'enrôler dans l'armée. Dans le passé, le voile était un problème. Un grand débat. Si tu mettais le voile, tu ne pouvais aller nulle part.
Heureusement, Recep Tayyip Erdogan a rectifié la situation, c'est indéniable. Il a brisé le tabou. Une enquête récente montre qu'aujourd'hui, moins d'un Turc sur 10 pense que le voile est un sujet de débat. La Benjamine Beyzanour arrive vers la fin du dîner. Après ses études, elle aimerait devenir institutrice. La jeune fille de 17 ans est la première de la famille à ne pas porter le voile. Il n'y a aucune pression de ce genre dans notre famille. Tu peux te couvrir si tu veux ou pas. Après un certain âge, moi aussi, je me demande si je ne vais pas porter le voile. Mais je n'ai eu aucune pression familiale. Je suis libre de décider. Beyzanour va dans un lycée Imam Hatip. À l'origine, ces institutions formaient des imams, mais l'AKP les a ouverts au reste des élèves qui sont même encouragés à s'y inscrire. Comme 6 millions d'autres jeunes Turcs qui voteront pour la première fois au mois de juin prochain, la jeune fille n'a jamais connu qu'un homme à la tête de son pays. J'ai une idée par rapport au parti pour lequel je vais voter, mais je préfère la garder pour moi. Le vote des jeunes sera déterminant. Erdogan, qui est déjà resté au pouvoir plus qu'aucun autre homme dans l'histoire de son pays, cherche à marquer encore plus la Turquie de son empreinte lors d'un scrutin qui tombe l'année des 100 ans de la fondation de la République. Et voilà pour ce reportage en Turquie, un reportage que vous pourrez retrouver bien sûr sur france24.com. Je vous dis à très vite pour un nouveau numéro de Billet Retour. Bienvenue dans le débat sur France 24 consacré à la Turquie, un mois après le séisme et alors que l'opposition anti-Erdogan a désigné son candidat. Kemal Kılıçdaroğlu est celui qui va affronter Erdogan lors du prochain scrutin présidentiel qui a lieu le 14 mai prochain. Erdogan au pouvoir depuis 20 ans. On le surnomme le Gandhi turc pour sa ressemblance avec le leader indien. Il dirige le parti républicain, le CHP, le parti d'Atatürk depuis 13 ans. Il a 74 ans, il est issu de la minorité Alevi. C'est un rival affiché d'Erdogan qui a révélé des affaires de corruption mettant en cause le parti du président turc, l'AKP. Le scrutin est maintenu alors que le pays se relève à peine du tremblement de terre meurtrier qui a fait 50 000 morts, 2 millions de sans-abri et plus de 3 millions de déplacés. Alors Kemal Kılıçdaroğlu peut-il l'emporter sur Erdogan? Comment organiser un scrutin le 14 mai alors que plus de 2 millions de personnes sont sans abri dans le pays? Erdogan est-il affaibli? Comment compte-t-il faire campagne? Voilà toutes les questions que nous allons aborder dans ce débat avec mes invités. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Didier Billion. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur adjoint de l'IRIS, spécialiste de la Turquie et du Moyen-Orient. Bienvenue à vous. En face de vous, Marc Semo. Bonsoir Marc, collaborateur au Monde, ancien correspondant en Turquie, me semble-t-il. Il fait beaucoup de reportages en Turquie. Beaucoup de reportages en Turquie. On est ravis de vous avoir. À Istanbul, notre correspondant Ludovic Defoucault est avec nous ce soir. Bonsoir Ludovic. Bonsoir, bonsoir à tous. Et puis par Skype de Bordeaux, Behram Balsi. Bonsoir à vous, politologue, chercheur aux séries de sciences, ancien directeur de l'Institut français des études anatoliennes. Bienvenue à vous également. Erdogan va-t-il être mis au défi? En tout cas, sachez que vous pouvez poser toutes les questions tout au long de cette émission sur le hashtag débat F24, ça c'est sur les réseaux sociaux. Et avant de démarrer ce débat, eh bien, je vous propose de faire un point en images justement sur ce candidat rival d'Erdogan, Kemal Kılıçdaroğlu. Face à une foule rassemblée devant le siège du principal parti d'opposition à Ankara, son nom est enfin prononcé. Après nos réunions, il est de ma responsabilité d'annoncer notre décision. Kemal Kılıçdaroğlu est notre candidat à la présidence. Après des jours d'indécision, Kemal Kılıçdaroğlu était présenté ce lundi par la coalition d'opposition, qui rassemble 5 partis, pour être le candidat à l'élection présidentielle turque du 14 mai prochain. Cet ancien haut fonctionnaire de 74 ans est un fervent opposant du parti au pouvoir. Il s'est fait connaître pour avoir dénoncé plusieurs affaires de corruption de membres de l'AKP,
En 2017, son appel à contester le régime d'Erdogan avait réuni des centaines de milliers de personnes dans les rues. Kılıçdaroğlu souffre toutefois d'un manque de charisme face à l'actuel chef d'État, selon certains observateurs. Recep Tayyip Erdogan reste très populaire malgré la colère liée à la gestion du tremblement de terre et les impacts de la crise économique sur la population. Et le président actuel est déjà en campagne. Pendant la période électorale, la situation dans la région des tremblements de terre sera au centre de nos préoccupations. Nous nous concentrerons sur la compensation des pertes. Nous publierons un décret présidentiel dans les prochains jours pour que les gens puissent exercer leur droit de vote, même ceux qui ont déménagé dans une autre ville après les tremblements de terre du 6 février et qui ont changé de liste électorale. L'opposition a maintenant 10 semaines pour faire campagne et imposer l'image de son candidat face au poids lourd de l'AKP, au pouvoir depuis 20 ans. Didier Billon, qui est-il alors ce Kılıçdaroğlu? C'est un vrai anti-Erdogan. On sait qu'il a marqué les esprits en 2017 avec une marche pour la justice contre le virage autoritaire du président turc. C'est ça ce qui le caractérise? Oui, c'est son parti, le Parti républicain du peuple, incarne véritablement l'opposition à Erdogan depuis le début, en réalité. Et les 5 autres partis, puisqu'ils sont dans une coalition de 6, sont de plus petits partis ou nouveaux venus sur la scène politique. Donc c'est véritablement lui qui constitue la colonne vertébrale. Alors, on lui reproche souvent son manque de charisme. Probablement n'a-t-il pas le même que celui de Erdogan. Pour autant, je pense que ce n'est pas forcément un défaut pour cette campagne électorale pour une raison très simple. C'est que la société turque a été polarisée à escient par Erdogan depuis maintenant de très nombreuses années. Et une partie de la population, une partie de l'électorat turc a besoin de calmer les choses. Ça, c'est, je pense, quelque chose d'important. Donc, Et il est en mesure de le faire. Oui, cette image de force tranquille est probablement un atout qui va faire d'ailleurs contraste avec Erdogan qui, lui, bien évidemment, on le sait, dans les campagnes électorales, s'exprime sans retenue, de façon souvent belliqueuse, mais inutilement agressive. Je pense que Kılıçdaroğlu, qui n'a pas sa langue dans sa poche, sera capable de résister, de répondre, mais d'une façon très calme. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, très rapidement, et il est souvent sous-estimé, c'est que son parti, le Parti républicain du peuple, était un parti très dogmatique, très attaché à l'orthodoxie kémaliste. Et je pense Parce que c'est le parti de Mustafa Kemal. Qui a été créé par Mustafa Kemal. Eh bien, Kılıçdaroğlu, depuis qu'il a pris la tête de ce parti, l'a fait évoluer doucement, graduellement, mais avec de fortes convictions. Et donc ça, c'est aussi une preuve que sous son air très calme, il a des convictions et il est capable de les faire valoir auprès de ses camarades de combat, auprès de son électorat et d'une partie de ceux qui jusqu'alors votaient pour Erdogan. Un bon adversaire pour Erdogan, en tout cas. C'est ce que vous avez l'air de dire, Didier Billon. Vous êtes d'accord, Marc Sebon? Vous l'avez interviewé un certain nombre de fois. Parce que oui, mais alors, la grande force de Kılıçdaroğlu, effectivement, c'est d'être l'antithèse absolue d'Erdogan. Pas uniquement politiquement, mais même personnellement. Face à un Erdogan flamboyant, bling-bling, dont la famille et les proches se sont quand même beaucoup enrichis. Lui, c'est un homme assez austère, plutôt doux, calme, qui paye de sa personne. On parlait de la marche, des 450 km entre Ankara et Istanbul pour protester contre l'arrestation d'un député du CHP, la marche pour la justice. Il les a fait à pied, ces 450 km. Il était là. Donc il a de l'endurance. Il a de l'endurance. Il était là, et il parle avec les gens, il discute avec les gens. Il est à l'écoute. Donc c'est quelqu'un qui est absolument l'antithèse de ce point de vue-là. Et dans une Turquie qui est lasse de ces quand même 20 ans de pouvoir d'Erdogan, de ce pouvoir autoritaire, de ce verbe haut qui mélange un peu les mots du Coran et les mots de la rue, de ce style un peu voyou qui d'ailleurs sur ce point-là n'est pas sans rappeler aussi Poutine. Eh ben, Kılıçdaroğlu, c'est l'antithèse. C'est un homme plutôt cultivé, toujours très discret. Alors bon, il a une carrière donc manque de charisme, hein, c'est un petit peu ce que l'anticharisme peut être un charisme. Oui. Et dans une situation comme l'est la Turquie aujourd'hui, cet anticharisme, c'est-à-dire le fait que c'est quelqu'un qui parle comme tout le monde et qui, comme dit sa femme, c'est difficile de s'engueuler avec lui. Il l'a dit dans un média. Voilà. C'est effectivement, ça peut être une carte maîtresse. Le bon adversaire, en tout cas, il pourrait peut-être et si vous voulez, et juste pour conclure là-dessus, il y a quand même un autre élément, c'est-à-dire par rapport aux autres candidats potentiels
qui étaient dans cette table des 6, notamment du GAP. On parlait du maire d'Istanbul, Ekrem İmamoğlu, ou le maire d'Ankara, Mansour Abbas. Il était... Personnalité beaucoup plus forte, tous les deux. Hein. Oui et non, mais il était le mieux, parce que Abbas, le maire d'Ankara, avait un passé nationaliste très fort, qui faisait que les Kurdes n'auraient probablement pas voté pour lui, et Ekrem İmamoğlu reste quand même une promesse qui reste à l'état de le maire d'Istanbul, qui reste à l'état de promesse. Donc, de ce point de vue-là, c'était en tout cas le moins mauvais des candidats possibles. Ludovic, vous êtes donc à Istanbul. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que viennent de dire Marc et moi? Est-ce que c'était le meilleur des candidats? On sait qu'ils ont mis plusieurs jours à se mettre d'accord, ces 6 partis. En l'occurrence, Meral Akşener, qui est la leader du Bon Parti, qui est en fait une égérie de la droite nationaliste. Elle préférait justement désigner le maire d'Istanbul dont on vient de parler, ou encore le maire d'Ankara. Comment a-t-il finalement obtenu ce consensus après toutes ces tractations? Oui, effectivement, je suis d'accord avec tout ce qui vient d'être dit. La force de Kemal Kılıçdaroğlu, c'est pas sa personnalité, ça serait plutôt la force de son adversaire, Recep Tayyip Erdoğan, mais c'est vraiment ce sur quoi l'opposition veut insister. Ce qu'il propose, ce n'est pas un homme, mais c'est un projet. Et justement, le fondement de tout leur projet, c'est d'en finir avec ce qu'on appelle en anglais le one-man rule, et cette espèce de système ultra-vertical, présidentialiste, césariste, même diraient certains, que le président Erdoğan a construit autour de lui. Comment sa candidature a fini par être acceptée? Bon, d'abord, c'était quand même un peu un secret de Polichinelle ces derniers mois que Meral Akşener ne souhaitait pas qu'il soit candidat. Elle l'avait déjà dit, elle aurait préféré le maire d'Istanbul ou le maire d'Ankara, qui sont plus populaires, ou en tout cas qui obtenait des meilleurs scores dans les enquêtes. Et c'est surtout ça qui était son argument. Vous l'avez dit, Mansour Yavaş, avec son passé nationaliste, ça aurait vraiment affaibli ses capacités, on va dire, à rassembler, et les Kurdes n'auraient jamais voté pour lui. Le HDP, le parti de gauche pro-kurde, avait été très clair là-dessus. Et puis quant au maire d'Istanbul, oui, effectivement, il est jeune, c'est une promesse, mais il faut aussi rappeler qu'il a été condamné il y a quelques mois en première instance à une peine de prison et une peine d'inéligibilité. Donc ça rend quand même un peu les choses compliquées quand on veut se lancer en campagne. Behram Balsi, la table des 6, donc ces 6 formations, on sait qu'ils sont divisés sur la question kurde. Est-ce qu'ils ont un programme aujourd'hui commun? Est-ce qu'ils vont pouvoir s'unir autour d'un programme face à Erdoğan? Alors, ce bloc de l'opposition, c'est que oui, ils ont un programme, mais en même temps, ce programme est un peu particulier dans le sens où on a le sentiment que le seul programme, c'est de faire échouer Erdoğan, donc de le battre, ce qui n'est pas un programme en soi. Mais en même temps, ils se mettent d'accord sur le fait qu'en Turquie, ces dernières années, il y a une très forte dérive autoritaire et qu'en fait, retrouver les libertés, retrouver un pays, une Turquie beaucoup plus apaisée, beaucoup plus calme, c'est un peu ce qui fait l'unanimité au sein de ce bloc. Et j'ai l'impression en fait que ça va leur apporter pas mal de soutien au sein de la population. Pour ce qui est de la question kurde, là, on a eu pas mal de déclarations ces dernières heures. On a le sentiment en fait que oui, c'est un obstacle, mais en même temps, pas tant que ça. Parce que on a le sentiment en fait que pour l'objectif principal, c'est de faire battre Erdoğan et ensuite la négociation sur ce que pourra donner la nouvelle formation après Erdoğan sur la question kurde. Là, il y aura un autre round, d'autres discussions. Là, on est plutôt optimiste pour pouvoir trouver un compromis entre les partis parce que même s'ils ne s'en mettent pas d'accord, je dirais que globalement, le principal parti de l'opposition, donc Kılıçdaroğlu, son parti, les autres petites formations sur la question kurde, ils peuvent trouver un compromis. Le seul parti qui pose problème par rapport à la question kurde, c'est le parti de Akşener, donc c'est nationaliste. Mais là aussi, ce n'est pas un problème pour battre Erdoğan, mais c'est après qu'effectivement, ils auront des difficultés. Mais de toute façon, l'objectif est clair pour eux, il s'agit de gagner les élections, de casser ce système présidentialiste et ensuite de passer à autre chose. Et là, on sera dans une nouvelle phase. Et là, il y aura d'autres négociations. Et je pense que là-dessus, il y aura des compromis possibles avec le parti pro-kurde. Marc Semo, là, je sais que vous voulez réagir. Je vous fais réagir aussi. Il y a un point qui est central dans leur programme, qui va être leur première initiative politique. C'est casser le système présidentialiste tel que l'a imposé Erdoğan, un système d'ailleurs pas mal inspiré de la Ve République, avec le problème qui est le même qu'en France, c'est-à-dire les pouvoirs du président sont tels qu'il faut quand même quelqu'un capable d'endosser les habits. Et là-dessus, leur engagement est de dire on revient à un régime parlementaire, à des pouvoirs plus limités pour le chef de l'État. Le problème, c'est que pour ça, donc changer la Constitution de nouveau, il faut ou au moins 360 députés sur 550 pour avoir un référendum, et sans référendum, 400. Ce qui n'est pas évident.
Donc, en attendant, ce que déjà ils ont annoncé, ce qu'a annoncé Kilicdaroglu, c'est qu'ils vont faire, il y aura 5 vice-présidents qui seront tous les leaders de ces petits partis, pour déjà revenir à cette idée qui est celle de la Turquie pendant des années, de la démocratie turque. Donc revenir à une sorte de régime, en tout cas plus parlementaire, revenir sur la où il y a un dialogue, où présidentialisation ce du n'est régime. plus, comme disent les Turcs, le pouvoir d'un seul homme. Didier Billon, C'est clairement ils peuvent revenir, il faudrait effectivement une majorité, ça doit être plus compliqué, j'imagine, à faire qu'à dire, mais c'est ça le projet. C'est tout à fait cela. Et c'est le ciment principal. Behram Balcı expliquait très clairement que l'objectif, c'était de tout faire pour battre Erdogan. Oui, bien sûr, 3 fois oui. Mais n'oublions pas qu'il y a, le 30 janvier dernier, une sorte de programme commun qui est sorti. C'est 240 pages. Alors, c'est assez vague, il n'y a pas d'engagement précis. Sauf sur cette question du changement de régime. Il s'agit de revenir clairement à un régime parlementaire. Donc ça veut dire, excusez-moi, ça veut dire précisément plus de pouvoir au Parlement, moins de pouvoir à l'exécutif, en tout cas au président, donc revenir à la constitution d'avant. Absolument, absolument. Avant la réforme d'Erdogan. Absolument. La réforme de 2017, il y a eu à l'époque un référendum qui a totalement présidentialisé le régime. Il s'agit désormais de revenir en arrière sur cet aspect et d'en revenir à un régime où les différentes tendances politiques pourront s'exprimer, pourront faire des propositions. Ça, c'est le ciment qui les unit. Après, il y a beaucoup de divergences entre ces différents partis. Mais ce qui est très intéressant, c'est que, par exemple, ces 240 pages sur la question kurde, qui, de mon point de vue, reste le défi principal de la société turque, il n'y a rien, ou quasiment rien. Pour autant... Donc il l'évince alors que c'est quand même 10% des voix potentielles. Absolument, un peu plus même. Oui, mais pour autant, le Parti démocratique des peuples, qui incarne justement cette opposition de gauche pro-kurde, on va dire ainsi les choses, a clairement expliqué par la voix de ses coprésidents hier même que l'objectif n'était pas de demander quoi que ce soit à cette coalition des 6 partis, que leur objectif à eux, c'était de tout faire pour chasser Erdogan du pouvoir. Donc ils voteraient pour le candidat de l'opposition. Ça n'a pas encore été décidé officiellement, mais c'est très probablement le schéma vers lequel Ils ne vont même pas probablement présenter de candidat. Exactement. Ludovic, alors c'est vrai que ça semble un peu paradoxal, pour revenir sur cette histoire justement du parti pro-kurde, le HDP et des Kurdes d'une manière plus générale. Ils appelleraient plutôt à voter pour le candidat de l'opposition à Erdogan, alors qu'on voit bien qu'il y a des divisions très importantes au sein de l'opposition sur cette question kurde. C'est le paradoxe. Oui, tout à fait. Mais là, oui, c'est un paradoxe. Mais pour le coup, la personnalité de Kemal Kilicdaroglu pourrait les amener à s'entendre avec lui. Lui et pas un autre. Hein. Ils l'ont déjà dit. Si ça avait été, par exemple, le maire d'Ankara, ça aurait été beaucoup plus compliqué. C'est ce qu'avait dit depuis sa prison, c'est Selahattin Demirtas, qui d'ailleurs aujourd'hui, l'ancien coprésident du HDP, a rédigé une lettre ouverte à l'intention de Meral Akşener qui a été publiée sur les réseaux sociaux et dans laquelle il la félicite, il lui souhaite bonne chance, il dit voilà, nous sommes ensemble, mais n'oubliez pas que si vous êtes élu, ce sera aussi avec les voix des Kurdes. Donc c'est aussi un avertissement en quelque sorte. Mais donc c'est bien la personnalité de Kemal Kilicdaroglu, un Alevi, vous l'avez dit, mais c'est quand même très important. Ce serait le premier président Alevi de l'histoire de la République turque s'il était élu. Donc Alevi, expliquez à nos téléspectateurs. Alevi, donc c'est une minorité musulmane. Juste, je vous fais rebondir, Ludovic. Oui, non, mais allez-y, parce que je pense que sur le plateau, vous aurez plus de choses à dire sur cette question voilà, allez-y, moi, je vous en prie. Allez-y, Marc. Oui, c'est un courant de l'islam issu du chiisme, qui est profondément marqué aussi d'influence animiste, et qui a été longtemps persécuté par l'Empire ottoman, dont le sultan était le commandeur des croyants, donc le symbole même du sunnisme, et ce qui fait qu'ils ont gardé, alors c'est quand même une partie importante de la population turque, c'est entre 25 et 20, voire plus, et c'est, disons, en partie la religion des Turcs telle que nomades venus d'Asie centrale, et ça reste très fort parce qu'il y a une tradition progressiste de gauche, il y a un des préceptes de la ligne qui dit « ma pierre noire, c'est l'homme ». C'est-à-dire ma pierre noire, qui est l'objet le plus sacré pour les musulmans sunnites à la Mecque. Un poète Alevi, de ces bardes errants anatoliens, disait « ma pierre noire, c'est l'homme ». Donc cette tradition de gauche est très très forte.
Kemal Kılıçdaroğlu vient même de Dersim, qui est une des régions, qui est le fief même de l'alévisme en Turquie, qui a été d'ailleurs implacablement réprimé dans les années 30 par Mustafa Kemal. Donc pour toutes ces raisons, il y a toutes les minorités se retrouvent aussi en lui, et d'ailleurs lui, il appelle très souvent à un travail de mémoire collectif sur tout ce qui s'est passé depuis le début de la République. Alors c'est très important que ça vienne de lui, parce qu'il est kémaliste, il représente ce parti kémaliste, mais là-dessus il dit, voilà, la République a peut-être été jacobine, inspirée du modèle jacobin, a peut-être été un peu dure avec toutes ces minorités. Travail de mémoire, en tout cas, ça veut dire peut-être pour d'autres minorités également, c'est ça que ça veut dire? Absolument, non mais toutes les minorités, dont les Kurdes, évidemment. Didier Billon, en tout cas, ça serait vraiment un tournant que quelqu'un d'une minorité soit élu pour le moins, mais président. C'est typiquement le genre de dossier d'une importance considérable sur lesquels, calmement, depuis des années, Kemal Kılıçdaroğlu a fait évoluer son parti. Et en ce sens, il est assez en prise avec la société turque. Ça, c'est très important. Alors, Erdogan est un autre leader politique qui est aussi en prise avec une autre partie de la société. Je veux dire que l'affaire n'est pas gagnée. Les choses vont être très compliquées. Il y a un sondage qui est sorti aujourd'hui qui apparemment donne une large majorité à Kılıçdaroğlu. Je prendrai ça avec beaucoup de précision à ce jour. La campagne n'a pas encore totalement officiellement commencé. Il y a 2 mois avant le 14 mai. Voilà. Donc les choses, il y a de l'eau qui va passer sous les ponts du Bosphore, les mauvais coups, les bombes puantes, comme on dit, vont sortir. Mais encore une fois, je pense que sur de nombreux dossiers d'importance, Kılıçdaroğlu est celui qui peut incarner une modification progressive de la société. Behram Belchi, est-ce qu'on a véritablement, indépendamment, bon, on a vu que d'un point de vue constitutionnel, il s'oppose à Erdogan, est-ce que ce sont 2 visions différentes de la Turquie? On sait que la Turquie est très divisée, est-ce qu'il y a une version plus européenne du côté de l'opposition face à Erdogan moins européen? Est-ce qu'il y a 2 visions internationales qui s'opposent ou pas? Oui, mais effectivement, ce qu'il faut constater, c'est que ces dernières années, il y a une espèce d'inversion des rôles en Turquie. Traditionnellement, vous vous souvenez, il y a quelques années, c'était plutôt le parti de Erdogan qui était pro-européen, c'était le CHP, le parti de Kılıçdaroğlu qui était au contraire dans une logique très kémaliste, nationaliste, qui se méfie de l'Occident, qui se méfie de l'Europe. Et ces dernières années, depuis 2013, depuis qu'il y a une dérive autoritaire en Turquie, depuis qu'il y a une très forte aggravation de la situation des droits de l'homme, il y a une inversion des rôles. Et à l'heure actuelle, je dirais que c'est au contraire l'opposition qui s'inspire et qui est plutôt pro-européenne, pro-occidentale. Et j'espère qu'elle ne sera pas déçue par l'attitude de l'Occident. Là, ce sera une autre question, on pourra peut-être en parler tout à l'heure. Et au contraire, c'est le parti de Erdogan qui auparavant était plutôt pro-européen. Là, il apparaît beaucoup plus dans une logique beaucoup plus nationaliste, islamo-nationaliste, une politique étrangère proche de la Chine, de la Russie, de l'Iran. Donc, si vous voulez, je dirais que quelque part, l'opposition pour battre Erdogan, elle a emprunté ce qu'il était auparavant, parce que lui, il a tellement changé, il est devenu tellement autoritaire, il a tellement mis la politique extérieure turque en tension avec les voisins que quelque part, il aura facilité le travail, et je pense que dans les années à venir, ça sera ça qui va être intéressant. Et là, je pense que l'Occident aussi a un rôle à jouer, c'est-à-dire que aider l'opposition dans sa politique, mais ça demande aussi une politique très subtile de la part de l'Occident, c'est-à-dire tout en soutenant l'opposition, ne pas trop apparaître comme proche de l'opposition, parce que sinon ça va discréditer, ça va permettre à Erdogan de présenter l'opposition comme une espèce de suppôt de l'Occident. Et là, c'est un jeu subtil que les Européens devraient quand même bien être capable de bien mener vis-à-vis de la Turquie. Peut-être rebondir sur justement la position de l'Occident, subtile pour ne pas justement soutenir trop l'opposition, sinon Erdogan va s'en servir lui de son côté. Je ne veux pas révéler de secret d'État, mais je pense qu'on peut le dire. Catherine Colonna a fait une visite officielle en Turquie. Chef de la diplomatie française. Oui, la ministre des Affaires étrangères, au mois de septembre dernier. Et lors de ce voyage, elle a demandé à avoir une rencontre avec des intellectuels, des journalistes de l'opposition. Et au cours de cette rencontre, elle leur a demandé qu'est-ce que nous pouvons faire pour vous aider. Réponse unanime de ces intellectuels, surtout rien. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas dépendre ou apparaître comme dépendants de l'Occident. Donc, ça les rendrait impopulaires. Mais évidemment, ça serait utilisé, instrumentalisé par Erdogan pour de mauvaises raisons.
Mais là, tous les coups vont partir. Donc ceux qui pourraient être apparus comme soutenus par l'Occident vont se faire taper dessus par Erdogan, qui va vouloir se prétendre comme le véritable défenseur des intérêts de la Turquie envers et contre tous. Donc là, il va y avoir effectivement, comme le disait Bayram, un jeu subtil. Et il ne faut pas que nous fassions, nous occidentaux, nous Européens, d'impair. Ce serait totalement absurde, parce que certains, évidemment, par leur anti-erdoganisme primaire, vont se précipiter dans une posture de soutien. Vous pensez à qui, là ? Un certain nombre de partis politiques qui veulent en découdre avec Erdogan et qui voudraient s'en débarrasser. Donc je pense que... Ça jouerait contre eux, finalement. Nous n'avons pas interféré de cette façon. On peut avoir des positions de principe sur l'avenir de la Turquie, et je pense que notre rôle à nous, c'est de dire il faut tout faire pour rétablir un dialogue digne de ce nom avec la Turquie, qui décidément n'est pas réductible à Erdogan. Marc Semo ? Oui, alors, pour aller dans le sens de Didier, ce qui est vrai, c'est que Erdogan a été une lame de fond. Les 20 ans de pouvoir de l'AKP, c'est plus que le règne d'Atatürk, ont non seulement profondément transformé la Turquie, le produit, le PNB par tête d'habitant a triplé. C'est un pays qui s'est profondément transformé, mais c'était une lame de fond sociale. C'était toute une Turquie invisible, la Turquie des provinces, la Turquie des petits entrepreneurs, etc. Ça a été une révolution sociale, et encore maintenant, la force d'Erdogan, jusqu'à très récemment, c'était de pouvoir polariser la Turquie entre un eux et un nous. Le eux, c'est les Occidentaux, les laïcs, les minorités, etc., tout ça qui veulent détruire la Turquie, et de l'autre, nous, sunnistes, nationalistes, la Turquie, etc. Et ça marche dans l'opinion. Là, ça a changé, mais justement, il faut faire très attention à ne pas refaire rebasculer et redonner à Erdogan cette espèce d'atout-maître. Alors eux et nous, est-ce qu'ils s'en servent justement alors que donc il y a eu ce séisme terrible en Turquie il y a un mois? Il est critiqué, Recep Tayyip Erdogan, pour la lenteur des secours. Il est accusé d'avoir encouragé une course aux constructions au détriment des normes antisismiques. Le séisme, je vous le rappelle, a fait 50 000 morts, 2 millions de personnes sans abri. Il y a plus de 3 millions de déplacés. On va l'écouter, le président turc. C'était à Ankara. En raison de l'effet dévastateur des secousses, du mauvais temps et des difficultés causées par les infrastructures endommagées, nous n'avons pas pu travailler de la manière que nous voulions à Adıyaman pendant les premiers jours. Je demande pardon pour cela. Ludovic, vous aviez été, vous, couvrir pour France 24 ce tremblement de terre. Vous étiez dans cette région. Erdogan a vraiment été accusé, y compris dans ses fiefs, dans sa région qui lui était acquise à l'AKP, a été critiqué. Est-ce que c'est défavorable aujourd'hui pour lui dans ce contexte électoral ? Mais c'est pas lui directement qui a été accusé, c'est l'État. Moi, j'ai vraiment rencontré des gens, par exemple, dans les régions d'Adıyaman, qui sont des fiefs de l'AKP, le parti présidentiel, qui étaient vraiment très en colère, qui ne comprenaient pas ce qui s'était passé, qui ne comprenaient pas pourquoi l'aide n'arrivait pas. On leur a vendu pendant des années un État fort, un État même qui était en passe de dépasser les États occidentaux. Et quand la catastrophe est arrivée, c'était pas du tout au niveau. Et ça, c'est ce qu'ils ont tous constaté. Donc ils étaient très en colère, mais on discutait avec eux et après on leur demandait mais du coup vous allez voter pour qui lors des prochaines élections? Ils disaient Erdogan bien sûr, qui d'autre? Ce sentiment que le président est le seul à pouvoir renverser les choses, relever le pays, c'est quelque chose de très fort qui s'explique aussi par l'image d'homme providentiel que le président turc s'est construite depuis 20 ans. Et là, c'est évidemment aujourd'hui le meilleur moment d'en profiter. C'est ça l'atout maître de l'AKP. C'est Erdogan lui-même. Et c'est ça qui va être vendu, entre guillemets, en termes d'argument électoral pendant cette campagne. Ça, et il faut aussi ajouter qu'aujourd'hui, l'AKP, enfin le président plus précisément, est à la tête d'une manne financière considérable. Il y a des milliards qui sont déposés par les puissances du Golfe directement sur le compte de la Banque centrale turque. La plupart des dons étatiques ou privés qui ont été faits pour la Turquie après les tremblements de terre l'ont été faits à travers des agences gouvernementales, donc encore une fois contrôlées par la présidence. Et puis enfin, la présidence contrôle le récit médiatique. Le Conseil de l'Europe, dont la Turquie fait partie, vient de publier aujourd'hui un rapport sur la protection du journalisme et la sécurité des journalistes qui montre que la Turquie, en 2022, était le pays de tous les membres de l'institution où la concentration des médias était la plus forte. C'est-à-dire que les médias appartiennent à des groupes qui sont proches du pouvoir. Et le pouvoir
turc a de nombreux outils juridiques pour réduire au silence à peu près n'importe qui, que ce soit en utilisant cette nouvelle loi contre la désinformation ou en faisant jouer le délit d'insulte au président ou en empêchant certains médias d'exister en leur coupant les publicités. Enfin bref, tous les outils sont là. Donc il y a quand même cette image très forte et qui reste d'homme providentiel, cette manne financière et le contrôle des médias. C'est quand même des outils intéressant quand on veut se lancer en campagne et gagner une élection. Didier Billion, il n'est donc pas affaibli par le tremblement de terre et par justement le retard des secours, par les critiques. Il y a 134 enquêtes en cours, peut-être plus maintenant contre un certain nombre de promoteurs immobiliers. Tout ça n'a pas affaibli Erdogan, d'après ce que dit Ludovic. Vous pouvez rebondir sur ce qu'il vient de dire. Ludovic a raison d'insister sur les atouts que possède encore Erdogan. C'est incontestable. Et puis, il a une base sociale, il a une base électorale. Mais on sait que le résultat final va se jouer à peu, en réalité. Ils sont coude à coude, là, a priori. Oui, alors on va voir comment les sondages se développent dans les semaines à venir, parce que là, le dernier sondage donnait une très large majorité à Kılıçdaroğlu, mais je pense qu'il faut manier ça avec grande précaution. Ceci étant posé, donc, encore une fois, la bataille va être rude, mais il faut quand même pas sous-estimer les conséquences négatives pour Erdogan de ce tremblement de terre, parce que justement, il apparaissait comme celui qui, depuis 20 ans, était capable de défendre la Turquie et ses intérêts contre vent et marée et contre des complots qui venaient un peu partout. Oui, mais là, concrètement, il a même été obligé, ce qui est quand même assez exceptionnel de sa part, d'admettre qu'il y avait eu des erreurs, qu'il y avait eu un retard à l'allumage. Donc tout cela, il faut l'intégrer. Et je pense qu'il y a une partie de l'électorat qui va faire mouvement. On l'avait d'ailleurs déjà constaté avant même le séisme lors des dernières élections municipales en 2019, où les deux plus grandes villes du pays, Ankara et Istanbul, étaient tombées aux mains de l'opposition. Donc c'est quand même des indicateurs qui montrent que sa base électorale, elle n'est pas si solide que cela. Elle existe, elle est réelle. Et puis bien sûr, il y a les effets de la crise économique qui vont être amplifiés par les effets du séisme. Mais cette crise économique, elle est structurelle, elle perdure depuis plusieurs années. Et cette partie de l'électorat qui votait pour Erdogan, pour les raisons évoquées par Marc tout à l'heure, c'est-à-dire les incontestables progrès économiques, ne vont plus voter parce qu'il y a une partie des classes moyennes qui votaient pour des raisons liées à leur portefeuille, ce qui est bien logique et c'est partout pareil dans le monde. Donc, je pense que Ludovic a raison de rappeler quelques fondamentaux, mais je crois que la situation n'est plus si claire. Et puis surtout, si cette opposition est capable de créer une dynamique, alors là, ils peuvent véritablement affaiblir Erdogan dans le cours de cette campagne électorale. Behram Belsi, il est affaibli ou pas, Erdogan ? Oui, effectivement, mes collègues ont raison de dire qu'il est affaibli, qu'il a que c'est la mise en difficulté. Mais je dirais que je serais aussi un peu plus nuancé dans le sens où il y a... je rappellerai une phrase célèbre de quelqu'un qui a marqué la vie politique turque, c'est l'ancien président Süleyman Demirel, qui disait dans la vie politique turque, même 24 heures, c'est une très longue période. Et effectivement, c'est vrai, c'est-à-dire qu'on est encore à 2 mois des élections, il se passait plein de choses. Mine de rien, Erdogan a encore beaucoup de ressources, dans le sens où il contrôle l'État, il a accès, il a la possibilité de créer des emplois, de trouver de l'argent. Ce matin, je lisais un article qui disait en fait qu'il y a aussi beaucoup d'argent de la Russie, des Émirats, du Qatar qui va être injecté dans l'économie turque, donc il a encore des ressources. Et effectivement, l'opposition a fait beaucoup de progrès en matière d'organisation, de stratégie, d'unification, mais néanmoins, Erdogan reste encore assez bien implanté. Et puis surtout, c'est-à-dire que toutes les structures de l'État, il les contrôle depuis 20 ans, depuis une vingtaine d'années. Et par rapport au séisme, moi, ce que je crains, c'est qu'en fait, il puisse dire oui, d'accord, on a commis des erreurs, il l'a reconnu. Pendant le Covid, il n'y avait pas eu, l'État turc avait été très, très fort, bien organisé. Mais là, il y a eu des erreurs. Mais il peut très bien dire, justement, dans un contexte pareil, il faut faire confiance à l'homme qui a de l'expérience, qui a une équipe. Et c'est un peu cynique de le dire, mais la destruction des bâtiments en Turquie, ça va quand même booster le secteur de la construction en Turquie. Et de ce fait, il peut trouver des arguments pour encore mettre en difficulté l'opposition. Et je pense que ce n'est pas encore gagné pour l'opposition. Marc Semo, en plus, comment organiser aussi un scrutin dans les régions où il y a 2 millions de sans-abri, 3 millions de déplacés. Enfin, ça paraît quand même... Il s'est engagé, on l'a vu dans son discours, à faire en sorte que ça soit organisé. Mais enfin bon, ça va être énormément de gens qui ont perdu leur papier. Et de fait, c'est une des préoccupations. C'est-à-dire, comme il est probable, même si les sondages, le premier qui est d'OCR donne 57% pour Kılıçdaroğlu, 43% pour Erdogan, ce qui paraît quand même un peu exagéré. Donc probablement ça va être très serré. Et à ce niveau-là, justement, il y a
tous ces millions de voix, ces centaines de milliers de voix des régions touchées par le séisme, sont des lieux où il pourra y avoir très facilement des tripatouillages électoraux. Fraudes, parce que ce qu'il faut bien voir, c'est que la Turquie d'Erdogan n'est pas la Russie de Poutine, même si Erdogan probablement peut-être en rêve. C'est-à-dire il y a des élections qui sont un peu parfois, il y a des campagnes inéquitables, un accès inéquitable aux médias, il y a beaucoup de choses, mais la machine électorale fonctionne. Il y a un suspense électoral, l'opposition a gagné des villes et tout. Donc là-dessus, c'est là-dessus qu'il peut y avoir ces tripatouillages qui peuvent donner la majorité dans un sens ou dans l'autre. Et le vrai problème de ces élections, c'est l'après, c'est-à-dire l'acceptation de leurs résultats. C'est-à-dire jusqu'ici, la Turquie était une démocratie libérale. Avec ces élections, c'est le moment de vérité, c'est-à-dire, est-ce que oui ou non, Erdogan acceptera le résultat s'il est défavorable pour lui, et est-ce que oui ou non, à ce moment-là, la Turquie, effectivement, basculerait, ce qui n'est pas encore le cas aujourd'hui, dans un véritable régime autoritaire. Puisqu'aujourd'hui, il y a encore des élections, il y a des... Donc ça, c'est déjà le jour d'après. Ludovic, vous qui étiez sur le terrain, en fait, très franchement, comment peut-on organiser un scrutin qui soit clair dans cette région touchée par le tremblement de terre, avec 2 millions de sans-abri qui ont probablement perdu leurs papiers, 3 millions de déplacés qui ne vont probablement pas pouvoir se déplacer pour voter? Enfin, ça paraît effectivement très compliqué d'organiser tout cela en 2 mois. Bon, ça paraît extrêmement difficile, c'est sûr. Tout ce qui pouvait servir de bureau de vote s'est effondré, ou en tout cas une très grande partie. Bon, ce qui va se passer, c'est que le 10 mars, un décret présidentiel qui va officialiser la date des élections va être publié dans le journal officiel, donc parution le lendemain, le 11 mars. Et à partir de là, c'est le YSK, c'est-à-dire la haute commission électorale turque, qui va prendre les choses en main. Donc c'est elle qui devra répondre à ces questions. Dans quelles conditions organiser le vote pour toutes ces personnes qui n'ont plus d'adresse, qui n'ont pas de papier, c'est très important, comme ça a été rappelé. Est-ce qu'elles seront inscrites sur d'autres listes? Est-ce qu'on va mettre en place des bureaux de vote mobiles? Est-ce qu'on va organiser un vote par correspondance, par Internet? Bon, et là on voit que organiser tout ça en si peu de temps, ça peut éventuellement ouvrir la voie à des risques d'irrégularité. Donc il va falloir regarder ça effectivement de très près, d'autant plus, et ça a été rappelé, que si l'élection se joue à quelques centaines de milliers de voix, c'est là où ça pourrait se jouer. Donc il n'y a pas de réponse pour l'instant. Il faut attendre la parution de ce décret présidentiel et ce que déclarera la commission électorale. Behram Balsi, vous parliez 24 heures, c'est trop court et trop long, si j'ai bien compris, en Turquie. Erdogan, il tient, non ou pas, le Conseil supérieur de l'élection qui doit justement publier ce décret le 11 mars prochain? Est-ce que ça veut dire que, par exemple, il pourrait y avoir une sorte de coup de la part de Erdogan disant non, en fait, elles n'auront pas lieu le 14 mai, mais il peut encore repousser ces élections? Je ne pense pas. De toute façon, repousser les élections, c'est pas forcément quelque chose de positif pour lui, parce que c'est-à-dire que là, depuis un mois de tremblement de terre, les conséquences du séisme, on va les voir, c'est-à-dire que reconstruire, reloger, il y a des maladies qui se développent. Donc du coup, je pense que plus on attend, plus c'est mauvais pour lui. Et de ce fait, au contraire, il a intérêt à organiser le 14 et pas au mois de juin ou l'année prochaine, comme ça avait été annoncé par certains. Mais de là, je pense que là aussi, ça a été dit par mes collègues, c'est que la Turquie reste la Turquie, pas la Russie. Je pense que effectivement, même si on a eu quelques fraudes il y a quelques années au cours des élections municipales, locales à Istanbul, mais je ne pense pas qu'on puisse falsifier, tricher en Turquie. Certes, il y a une certaine inégalité, il n'y a pas une véritable équité dans l'accès aux médias. Ça, c'est un véritable problème depuis quelques années. Mais je pense que les élections auront lieu. Erdogan, il sera obligé d'aller aux élections et je ne pense pas qu'il a une marge de manœuvre de les reporter ou de les truquer, et que quelque part, ce sera vraiment l'épreuve de vérité et ce sera vraiment un test pour la démocratie turque. Et je suis plutôt assez optimiste dans le sens où je pense qu'une bonne partie de la dérive autoritaire en Turquie, certes, elle est à mettre sur le dos de Erdogan, mais aussi, il faut aussi voir le contexte géopolitique de la région. Depuis 10 ans, la Turquie... il y a quand même les convulsions en Syrie, en Irak, la guerre au Karabakh, tout ça, je pense que ça n'a pas favorisé les choses. Et je pense qu'on va probablement s'acheminer vers une espèce de normalisation et qui va probablement favoriser l'opposition. Normalisation avec qui, vous voulez dire? Normalisation, c'est-à-dire qu'on n'est plus, la Turquie n'est plus, c'est-à-dire qu'il n'y a plus la guerre aussi intense qu'elle l'a été il y a quelques années en Syrie, il y a une certaine accalmie. Donc de ce fait, je pense que quelque part aussi, c'est que les Turcs votaient massivement pour lui parce que dans un contexte de guerre,
où on avait le sentiment que les frontières étaient menacées, que l'irrédentisme kurde était soutenu par les pays voisins. Et de ce fait, je pense que ça a aussi contribué, ça a aidé Erdogan à utiliser ce discours nationaliste qui marchait à l'époque, mais qui ne marchera plus. D'ailleurs, c'est pour ça que tout le monde prédisait une nouvelle incursion en Syrie. Et je pense qu'elle n'a pas été faite et ce serait contre-productif parce que les Turcs, jusqu'à un certain point, ils le suivent dans ce projet nationaliste. Mais là, ils s'aperçoivent que ce n'est pas ça du tout qu'il faut. Donc, de ce fait, je pense qu'il s'est accalmé ce manque de tension, de chaos au Moyen-Orient, dans les voisinages de la Turquie, va plutôt favoriser l'opposition et non pas le pouvoir. Didier Billon. Deux éléments. Tout d'abord, ne jamais oublier que le peuple turc est un peuple politique. On est étonné quand il y a des élections de voir une forme d'enthousiasme pour se rendre dans les bureaux de vote. Les taux de participation sont supérieurs à 80-85%. On en redemanderait en France. Donc ça limite les possibilités de fraude. Je ne dis pas que ça les annule totalement. Il y en a eu lors des 2 derniers scrutins, sûrement marginaux, mais on sait que ça va se jouer à peu. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, très important, sur la popularité de Erdogan. Nous savons très bien que depuis des années, Erdogan attise le sentiment nationaliste en expliquant que son pays est entouré d'autres qui lui veulent du mal et qu'il est le seul possible défenseur des intérêts de la Turquie. Or, cet argument est en partie tombé à l'eau avec le séisme, quand on a vu les équipes de sauveteurs grecs, quand on a vu des équipes arméniennes qui sont venues en Turquie pour donner la main, pour tenter de sauver le maximum de vies. Ça peut avoir un impact politique. Ah ben évidemment. C'est-à-dire que c'est un des ressorts traditionnels utilisés par Erdogan qu'il va avoir beaucoup plus de mal à utiliser dans les 10 semaines à venir. Puisqu'on parlait du contexte international, intéressant de voir que Jens Stoltenberg, donc le patron de l'OTAN, le secrétaire général de l'OTAN, est en Suède aujourd'hui. Il a salué la reprise des négociations avec la Turquie sur l'adhésion de la Suède et de la Finlande. Il évoque, je cite, des progrès dans ce dossier, on le sait, bloqué par Erdogan. On va l'écouter. J'ai récemment rencontré le président turc Erdogan et je suis heureux qu'il ait été d'accord pour reprendre les réunions dans le cadre des discussions en commun. Marc, ces mots, il a changé là, Erdogan, sur cet aspect-là ou pas? Parce que il a toujours fait monter les enchères. Et là, il va continuer à faire monter les enchères, y compris parce qu'à la fois, il y a la rente géopolitique et militaire de situation de la Turquie, mais aussi l'émotion créée par le séisme fait qu'un certain nombre d'arguments seront plus audibles. Et voilà, lui, il va obtenir un certain nombre d'expulsions de militants kurdes, de militants d'extrême gauche, etc. Et il fait pression sur les Suédois. Là-dessus, les Finlandais sont plutôt des otages et des dommages collatéraux d'un bras de fer avec la Suède, mais c'est évident que la Turquie, par ailleurs, Erdogan, et encore plus l'opposition, comprennent l'importance pour la Turquie d'être dans l'OTAN. Donc c'est évident qu'ils n'iront pas jusqu'à un clash total. Et entre-temps, voilà, il joue ses cartes. Didier Billon, oui. Sur cette histoire de... Bien sûr, moi je pense qu'il n'y aura pas d'accord formel avant le 14 mai, date des élections, parce que on le sentait un peu plus conciliant, là, Jens Stoltenberg. Il a eu l'air de dire qu'Erdogan était plus conciliant. Est-ce que... Oui, mais ça, c'est le jeu de la négo. Oui, mais en plus, Stoltenberg, classiquement, est toujours en défense de la Turquie. Quand il y a eu des turbulences, notamment en 2019, 2018, 2019, entre un certain nombre de pays de l'OTAN, dont la France et la Turquie, Stoltenberg a toujours tenté d'arrondir les angles. Quand il y avait eu le déploiement des S-400 russes sur le sol turc en 2019, pareil, je me souviens très bien, Stoltenberg a dit « Oui, mais la question de la sécurité de la Turquie et de l'OTAN ne se réduit pas aux S-400 ». Donc, sa réaction n'est pas tellement étonnante, et je ne suis pour ma part pas étonné que Erdogan et son équipe gouvernementale aient accepté de reprendre le dialogue avec la Suède. Reprendre le dialogue, mais il n'y aura pas, a priori, vous pensez, d'acceptation de sa part avant le 14 mai. Non. Behram Balsi, vous êtes d'accord, il n'y aura pas d'acceptation de la part d'Erdogan avant le 14 mai que la Suède et la Finlande entrent dans l'OTAN? Non, je ne le pense pas. C'est-à-dire qu'il a besoin de montrer à son opinion publique que c'est un leader qui compte, que son poids sur la scène internationale est important. D'ailleurs, à tel point que ces Occidentaux qui, il y a quelques années, quelques mois, critiquaient la position de la Turquie, critiquaient ses interventions militaires dans les pays voisins, critiquaient sa politique étrangère, eh bien là, ils se mettent quelque part, ils sont à pied, ils sont quelque part dépendants de Erdogan. Il en a besoin pour gagner les élections. Et par ailleurs, c'est aussi pour lui, c'est aussi pour
montrer probablement aussi à la Russie, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que la Turquie, il y a aussi la Russie, dans le sens où c'est aussi une façon pour lui de montrer son importance à d'autres partenaires de la Turquie que c'est pas quelque chose de acquis et qu'il faut le mériter, ça se négocie et le prix est assez fort, assez élevé. Et même s'il a peu d'opposants à demander, je pense que c'est beaucoup plus important, lui, d'attendre pour montrer la valeur politique qu'il a dans le pays à l'étranger que pour réellement obtenir l'extradition de quelques opposants. Lui-même, je pense qu'au fond, il n'y croit pas beaucoup. Merci beaucoup. Alors rendez-vous bien sûr le 11 mars pour la publication de ce décret qui va vraiment lancer officiellement cette campagne en Turquie. Merci beaucoup Ludovic Defoucauld, correspondant à Istanbul. Merci Berhem Balchi d'avoir été avec nous par Skype de Bordeaux. Merci beaucoup Didier Billon et merci Marc Semo. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Vous restez avec nous sur France 24. Petr Pavel est devenu officiellement le 4e président de la République tchèque. L'ancien général de l'OTAN a prêté serment lors d'une cérémonie à Prague, en présence notamment des parlementaires et des délégations diplomatiques étrangères. Petr Pavel a été élu en janvier dernier avec 60% des suffrages face à l'ex-premier ministre Andrej Babiš. Le rôle du président tchèque est essentiellement honorifique, même si le chef de l'État nomme le gouvernement, choisit le gouverneur de la Banque centrale et assure le commandement des forces armées. Petr Pavel s'est engagé à favoriser des liens étroits avec l'Union européenne et à renforcer les relations de son pays avec les États-Unis. L'ancien général de l'OTAN s'est également prononcé pour la continuation de l'aide à l'Ukraine et à soutenir la candidature de Kiev pour devenir membre de l'UE.